Cela commence, comme cela finit, sur une route de campagne tranquille en Angleterre. Un homme, plus tout jeune, ajuste ses lunettes de moto, une routine familière avant d'embrasser le frisson de la vitesse. Dans un instant fugace, il n'est qu'un homme sur une moto. Puis, dans un moment soudain et violent, la machine lâche, et la vie de Thomas Edward Lawrence se termine dans un cri. Mais alors que le moteur se tait, les échos de son passé commencent à retentir. Pour comprendre l'homme, il faut remonter à une époque de guerre, à un lieu de soleil infini. Il faut aller dans le désert. Notre histoire le trouve des années plus tôt, lieutenant au Caire, une figure étrange dans l'armée britannique. C'est un excentrique, un érudit, un archéologue contraint à l'uniforme militaire. Alors que ses collègues se plaignent de la chaleur, Lawrence est obsédé, complètement absorbé par les rumeurs d'une révolte arabe contre les Ottomans qui est sur le point d'éclater. Il voit ce que ses supérieurs ne voient pas. Une chance de remodeler le Moyen-Orient. Une opportunité se présente. Se rendre dans le désert, trouver l'énigmatique prince Faisal et évaluer sa révolte. Pour l'armée, c'est une reconnaissance. Pour Lawrence, c'est le destin. Il doit être un observateur, mais Lawrence n'a aucune intention de simplement regarder. Le désert l'accueille d'un regard dur et indifférent. Son voyage vers le camp de Faisal est une immersion immédiate dans ce monde impitoyable. Et c'est là qu'il fait sa première rencontre fatale. Près d'un puits, une silhouette émerge de la chaleur. Un cavalier en noir, se déplaçant avec une élégance mortelle. C'est Shérif Ali. La rencontre n'est pas amicale. Le guide de Lawrence, issu d'une tribu rivale, a bu au puits d'Ali sans permission. Le prix de cette transgression est immédiat et brutal. Ali exécute l'homme sans hésitation. Lawrence est choqué, confronté aux lois dures et implacables du désert. Ali ne voit en Lawrence qu'un autre Anglais arrogant, désespérément déplacé. Il a raison, mais dans les yeux fiers de Lawrence, Ali voit aussi un éclair d'une volonté de fer qu'on ne peut écarter si facilement. Malgré l'introduction sanglante, Lawrence atteint le camp du prince Faisal. Il y trouve un chef, pris entre espoir et désespoir, dont la révolte stagne. Lawrence insiste pour une nouvelle stratégie audacieuse, mais pour y parvenir, il doit d'abord gagner la confiance des hommes en traversant le désert impénétrable du Néphod. Ali se moque de l'idée. Le Néphod ne peut être traversé. Mais la conviction de Lawrence influence Faisal. Le voyage commence. Une épreuve épuisante contre l'enclume du soleil. Le désert est impitoyable. Un homme nommé Gassim tombe de son chameau et est laissé pour compte. La logique du désert est cruelle. La caravane ne peut s'aventurer pour un homme perdu. « C'est écrit », dit Ali, acceptant le destin. Mais Lawrence refuse. « Rien n'est écrit », répond-il. Une déclaration de défi à Dieu et au désert. Dans un acte qui allait devenir une pierre angulaire de sa légende, Lawrence tourne son chameau et retourne seul dans la chaleur torride. C'est une action suicidaire. Ali et les autres le regardent partir, convaincus qu'ils ne le reverront plus. Les heures passent, puis un point apparaît à l'horizon. Un mirage, pense-t-il. Mais il se dissout en deux silhouettes sur un seul chameau. C'est Lawrence, avec Gassim, vivant. Il a défié la loi du désert. À ce moment, tout change. Les hommes qui le voyaient autrefois comme un étranger le regardent maintenant avec admiration. Shérif Ali, le fier guerrier qui le méprisait, est humilié et offre de l'eau à Lawrence, un geste profond d'acceptation. Plus tard, il lui offre un cadeau, une robe blanche immaculée de shérif. Quand Lawrence enfile la robe, il renaît. Il est Lawrence, un homme capable de l'impossible. Fort de sa nouvelle autorité, Lawrence propose son coup de génie, la prise du port stratégiquement vital d'Aqaba. Pour les Britanniques et les Turcs, Aqaba est imprenable. Les canons côtiers massifs pointent vers la mer, défiant toute attaque navale. Mais personne ne croit qu'elle puisse être attaquée par voie terrestre, car cela signifierait traverser le Néphud. Et c'est précisément le plan de Lawrence. Il rassemble une petite armée de 50 hommes, rejoints par le guerrier sauvage Oda Abu Taï. Ensemble, ils se lancent dans une course désespérée et fulgurante à travers la nature sauvage. Ils surgissent comme des fantômes du désert, surprenant complètement la garnison turque. L'attaque d'Aqaba est un tourbillon de chaos et de courage. Les grands canons, pointant impuissants vers la mer, sont les témoins muets de leur propre folie. La victoire est rapide, totale et absolument stupéfiante. La chute d'Aqaba fait de Lawrence un héros.
Son exploit est décrit par le journaliste américain Lowell Thomas, dont les images font de Lawrence une sensation mondiale. Le mythe de Lawrence d'Arabie est né. Encouragé, Lawrence lance une campagne de guérilla impitoyable contre le chemin de fer du Hedjaz, la ligne d'approvisionnement vitale de l'armée turque. Avec Shérif Ali et ses fidèles compagnons, dont 2 jeunes orphelins, Daoud et Faraj, il devient l'esprit du désert. Ils frappent et disparaissent, faisant sauter des voies et attaquant des trains. Ce sont des jours enivrants de camaraderie et de victoire. Le lien entre Lawrence et Ali s'approfondit en une fraternité, forgée dans le feu et le sable. Lawrence semble vivre un rêve, mais il danse sur un fil, et la chute sera profonde. Sa confiance en soi frise l'arrogance lorsque Lawrence décide d'espionner dans la ville de Deraa, occupée par les Turcs. Déguisé en arabe, il traverse les rues. Mais sa peau claire et ses yeux bleus le trahissent. Il est capturé et traîné devant le bey local. La rencontre qui s'ensuit est une descente aux enfers. Le bey, un homme cruel et sadique, ne le reconnaît pas. Il ne voit qu'un arabe fier et décide de le briser. Lawrence est battu et soumis à une humiliation indescriptible. L'expérience le brise, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle arrache le personnage divin qu'il a construit et le confronte à sa propre vulnérabilité mortelle. Il découvre que sa volonté peut être brisée, et pire encore, il est contraint de faire face à une part sombre de lui-même qui l'effraie. Il est finalement jeté dans la rue comme un homme brisé. Le leader confiant a disparu, remplacé par une figure fantomatique et silencieuse. Le traumatisme de Deraa brise quelque chose en lui. Il est déchiré entre 2 mondes, n'appartenant à aucun d'eux. Il connaît l'accord secret Sykes-Picot, le plan anglo-français de partage du Moyen-Orient, qui trahit le rêve arabe d'indépendance pour lequel il s'est battu. Son conflit intérieur se reflète dans une tragédie extérieure. Lors d'une mission de sabotage, son jeune protégé Faraj est gravement blessé. Pour lui épargner une mort lente ou la captivité, Lawrence est contraint de l'exécuter. L'acte est une miséricorde, mais il ressemble à un meurtre. C'est la goutte d'eau. Lorsque ses troupes attaquent plus tard une colonne turque en retraite, la même qui vient de massacrer le village de Tafas, sa retenue cède. « Pas de prisonniers !» crie-t-il. Le bain de sang qui s'ensuit est une ivresse de vengeance, avec Lawrence en tête, un ange de la mort maculé de sang. La route de Damas est ouverte. Lawrence, désespéré de donner aux Arabes une victoire concrète avant que les politiciens ne les trahissent, pousse sa coalition. Il veut mettre les Britanniques devant un fait accompli. Un gouvernement arabe dirigeant une ville arabe. Ils atteignent Damas en premier. Un moment du plus grand triomphe. Mais l'espoir se dissout dans le chaos. L'infrastructure de la ville s'effondre. L'hôpital est une maison d'horreur. Lawrence tente de former le conseil arabe qui doit gouverner le nouvel État, mais le rêve d'unité est brisé par d'anciens conflits tribaux. Les hommes qui ont combattu ensemble dans le désert ne peuvent pas partager le pouvoir dans la ville. Il voit sa création s'effondrer, sa grande vision de l'indépendance arabe mourir dans une cacophonie de querelles. Les Britanniques, sous le commandement du général Allenby, trouvent la ville dans le chaos. Le conseil arabe s'effondre, et les politiciens avancent, leurs cartes et leurs accords concrétisant la trahison de Sykes-Picot. Le rêve est terminé. Shérif Ali, le cœur brisé, dit à Lawrence qu'il retourne dans le désert. Leurs adieux sont silencieux, imprégnés de la tristesse d'une amitié qui a changé le monde, mais n'a pas pu le sauver. Pour Lawrence, il ne reste rien. Promu colonel, le grade est insignifiant. Il demande seulement à être relevé de ses fonctions. C'est un homme qui s'est approché trop près du soleil. Il quitte Damas non pas à dos de chameau, mais à l'arrière d'une voiture de service britannique. Il est venu dans le désert pour chercher la liberté et à trouver une guerre. Il a cherché à se trouver et a perdu son âme. Et nous revenons à la route anglaise. L'accident n'est pas seulement la fin d'une vie, mais un écho d'une collision plus vaste. La collision des empires, l'écrasement des idéaux, la perte de l'âme d'un homme. Il a survécu au désert, mais il n'a pas survécu à la paix. Il a essayé d'échapper à sa propre légende, mais elle était toujours là, une ombre qu'il ne pouvait pas secouer. Quel est donc l'héritage de T.E. Lawrence? Était-il un héros ou un imposteur?
un libérateur ou un agent de l'Empire? C'était un poète devenu guerrier, un rêveur qui a goûté au pouvoir et en a été empoisonné. La moto disparaît, l'homme est parti. Mais le soleil demeure, brûlant au-dessus du grand désert silencieux, indifférent aux légendes des hommes qui osent écrire leur nom dans son sable.